Pendant que le monde entier se bat contre le coronavirus, le paludisme, de façon silencieuse, continue son petit bonhomme de chemin. La lutte à ce niveau-là aussi se poursuit et elle est intense. C'est justement le thème du magazine de ce dimanche. Et notre invité est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, Dr Tanomea. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord suivre ce reportage que nous propose Salima Toudia. Puis vous nous direz tout sur tout ce que vous faites pour lutter contre le paludisme. Deuxième stratégie de lutte efficace contre le paludisme, la pulvérisation intradomiciliaire consiste à appliquer un produit insecticide à effet rémanent sur les murs et toitures d'intérieur d'une maison, pouvant servir de lieu de repos des moustiques. Son efficacité est prouvée et la Côte d'Ivoire, qui compte bien éliminer le paludisme, a opté pour cette nouvelle méthode. La Côte d'Ivoire est stratifiée en quatre régions sanitaires en fonction de l'endémicité des régions. Et Sakassou et Nassian font partie des régions à forte endémicité. L'OMS recommande cette nouvelle méthode complémentaire à l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. L'OMS a recommandé cette stratégie parce qu'elle est efficace à plus de 85%. Il faut une couverture de plus de 85%. Et elle permet de réduire donc, de manière drastique la charge de la morbidité liée au paludisme. La stratégie a fait déjà ses preuves au Rwanda, au Sénégal et à Madagascar. De 3 440 décès en 2016, la Côte d'Ivoire passe à 1 641 décès en 2019, des progrès enregistrés. Docteur Tanomea, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le paludisme? Le paludisme, merci beaucoup, merci de nous donner l'occasion de parler du paludisme. Je voulais d'abord dire merci à monsieur le ministre qui nous permet de parler ce matin, le ministre Aka Awele. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Et ce plasmodium-là est transmis à l'homme par le moustique, qu'on nomme déjà anophèle, et donc la femelle de l'anophèle femelle infectée. Infectée. Voilà, donc il faut que l'anophèle femelle soit infectée. Et donc c'est au cours de son repas sanguin qu'il transmet le parasite à l'homme. D'accord. Et à quel moment on dit qu'on a le paludisme? À quel moment je peux me dire, ça peut être le paludisme que j'ai, il faut que j'aille faire voir à l'hôpital? Devant des signes que vous allez présenter devant l'agent de santé, ça peut être une fièvre, ça peut être des céphalées, des vomissements. Chez l'enfant, on peut penser même on peut voir même une diarrhée. Mais devant ces signes, l'agent de santé va penser à un paludisme. Mais quand ce n'est pas un paludisme, il va confirmer ce cas-là par un examen qu'on appelle le test de diagnostic rapide au bout des doigts, ou bien le faire avec une goutte épaisse. C'est-à-dire la goutte épaisse et goutte épaisse frottie. Et donc, c'est après confirmation. Quand cet examen revient positif, en ce moment-là, on déclare que ce malade-là a le paludisme. Désormais, l'OMS estime qu'on ne doit plus dire qu'on a le paludisme sans confirmation. Dès qu'on a une fièvre, non, ce n'est pas tout de suite voilà, un paludisme. Il faut confirmer le cas avant de dire que c'est un paludisme. Est-ce que parmi les symptômes, il y a aussi les courbatures, les transpirations répétées? Oui, il y a des courbatures. Il y a des courbatures, parce que les signes sont multiples. Mais les signes le plus habitués, c'est la fièvre. Le premier signe, c'est la fièvre. Quel est l'état des lieux de la situation du paludisme ici, en Côte d'Ivoire? Comme le disait tout à l'heure dans l'émission, le paludisme est en régression. Mais demeure toujours la première cause de consultation en Côte d'Ivoire. Parce que ça représente toujours 33%. On est passé de 50% à 33% de motifs de consultation. Et donc, tout à l'heure, on disait, la mortalité du paludisme a baissé de 50% en 3 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on était à 3332 en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 1641. Et cette régression de la mortalité continue. Ça, c'est le nombre de morts par an. Le nombre de morts par an. Oui. Et donc, ça dit que cette régression des décès continue, même en 2020 encore, continue de régresser. Et aussi, là où on a vu qu'il y a une bonne régression, il y a une bonne prise de conscience de la population aussi, c'est le taux d'utilisation des moustiquaires. Elle était de 33% en 2012, aujourd'hui on est passé à 63%. Il y a une bonne progression, mais on n'a pas atteint encore le taux qu'il faut, parce qu'il faut atteindre 80% de la population doivent utiliser la moustiquaire. Et aujourd'hui, pour les populations qui sont situées à plus de 5 km d'un centre de santé, il y a plus de 10 000 agents de santé communautaires qui sont formés pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. C'est ça qui nous permet d'avoir moins de cas de paludisme grave et moins de cas de décès.
Vous dites qu'on est à 60, un peu plus de 60% de taux d'utilisation de la moustiquaire, oui, alors qu'il en faudrait 80. 80. Mais pourquoi on n'est pas à 80? Qu'est-ce qui fait le problème? Ben, il faut dire que la population, c'est un changement de comportement. Un changement de comportement, il faut que la population y adhère. Souvent, la population a des préjugés pour l'utilisation des moustiquaires. Et non, nous continuons de sensibiliser la population à utiliser la moustiquaire. Comme le directeur de l'OMS disait tout à l'heure, la moustiquaire est le premier moyen de prévention de la lutte contre le paludisme. Donc, si nous dormons sur la moustiquaire, nous sommes sûrs de pouvoir éviter vraiment le paludisme. Le principal canal de transmission du paludisme, c'est donc la piqûre du moustique. Le seul canal, je devrais dire. Mais combien de types de paludisme il y a? Nous avons deux types de paludisme, un paludisme grave et le paludisme simple. Avant, dans la littérature, on disait paludisme, neuropaludisme, mais tout ça là qui est combiné, on dit paludisme grave et paludisme simple. D'accord. Et à quel moment il tue, le paludisme? Lorsque vous développez un paludisme grave avec ses conséquences qui sont soit une détresse respiratoire, oui, ça peut être des crises convulsives, des troubles de la conscience, voire un coma, et avec une anémie grave, ce sont ces signes-là qui conduisent au décès. Et aussi, toutes ces détresses, toutes ces complications peuvent entraîner aussi des complications irréversibles. Les personnes avec vraiment des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes d'intelligence. Donc souvent, mais quand ça ne cause pas le décès, il y a des conséquences graves. Et les couches de la population les plus vulnérables? Ce sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans. Il y a aussi les personnes vivant le VIH et aussi les sujets neufs, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas dans les pays avec le paludisme. Et donc, personne n'est immunisé contre le paludisme? Non, ce n'est pas une maladie immunisante. Mais pourtant, il y a des drépanocytaires qui le font beaucoup moins. Oui, mais ils font quand même le paludisme parce qu'au fait, les drépanocytaires, je ne suis pas un spécialiste, mais ils ont des hématies en fossiles. Donc, ils ne prennent pas beaucoup le parasite, mais ils font quand même le paludisme. Et il peut faire aussi des formes graves. Il faut donc qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention, oui. D'accord. Et la Côte d'Ivoire est un pays avec une plus grande résistance. Oui. Pourquoi? C'est la résistance des vecteurs aux insecticides. C'est-à-dire le moustique est devenu résistant aux insecticides. Le moustique est sensibilisé. Le moustique est sensibilisé parce que nous sommes un pays agricole. Et donc, nous utilisons des pesticides dans tous les champs que nous faisons, que ce soit les rizicultures, les champs de coton, même les champs de cacao, de tout ce qu'on fait, on utilise les pesticides. Donc, les moustiques ont été sensibilisés par ces pesticides. Et donc, le produit qui est utilisé dans les pesticides... Le DTT? Non, qu'on appelle les péritonides. D'accord. C'est de la même famille que l'insecticide qui est utilisé dans les moustiquaires. D'accord. Donc, ce qui fait que, c'est ça. Donc, une fois qu'ils sont sensibilisés sur le même produit, la même famille, oui, ils deviennent résistants. Donc, certains moustiques, ces populations sont devenus résistants à ces péritonides. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a identifié au niveau de la Côte d'Ivoire, les zones de la Côte d'Ivoire où la résistance est avérée. Donc aujourd'hui, on a... C'est ce que le ministère de la Santé a appelé stratifier la Côte d'Ivoire. Voilà, stratifier la Côte d'Ivoire. Donc dans cette stratification, il y a des zones qui sont... Très endémiques. Où il y a la résistance aussi des moustiques aux insecticides. Donc dans ces zones-là, ces populations vont bénéficier des moustiquaires qui sont efficaces sur les moustiques dans leurs différentes zones. Donc, on appelle les moustiquaires de seconde génération. Donc, ça, c'est la solution qui a été trouvée. Les moustiques sont désormais habitués aux insecticides. Alors, il faut avoir des moustiquaires imprégnés, spécialement conçus pour ce type de moustiques. Pour ce type de moustiques. Dans des zones précises, ce n'est pas toutes les zones. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça qu'on a stratifié. Donc, ça dit que, je donne un exemple, Abidjan peut recevoir une moustiquaire, mais Dabou peut recevoir une moustiquaire, mais ce n'est pas les deux types de moustiquaires. Parce que l'insecticide qui est défend, elle là-dedans, est différent. Est-ce que les sujets qui font le paludisme sont exposés à un risque plus élevé de contracter le coronavirus? Non, parce que ce n'est pas la même chose. L'autre est un parasite et puis l'autre est une affection virale, l'autre est une affection parasitaire et les modes de transmission sont totalement différents. Mais si le paludisme et le coronavirus n'interagissent pas, c'est quoi le lien entre les deux? Le lien entre les deux, il y a un signe qu'on retrouve dans les deux cas, c'est la fièvre.
La fièvre est retrouvée dans le cas du coronavirus, mais en dehors de la fièvre, il y a d'autres signes qui sont la détresse respiratoire, la toux et tout ça. Mais dans le cas, dans le cas du paludisme, c'est la fièvre, c'est l'anémie, les coups battus et tout ça. Donc ce sont ces signes-là qui sont là. Donc il faut faire un distinguo. Devant la fièvre, il faut aller à l'hôpital. Et la première chose à laquelle il faut penser d'abord au paludisme. Donc il faut confirmer le cas. Si on confirme le cas que ce n'est pas un paludisme, en ce moment on pourrait penser aussi à d'autres maladies. Mais quel est l'impact de la pandémie de Covid justement sur la lutte contre le paludisme? Mais il faut dire que l'avènement de la maladie à Covid-19 a impacté tout le ministère de la Santé, en passant déjà par une baisse de taux de fréquentation, des centres de santé. Et donc cela aussi a joué aussi sur le nombre de cas qui devaient venir à l'hôpital. Et donc, dès qu'il y a eu la reprise, la sensibilisation, on a eu beaucoup plus de cas de paludisme grave. Mais Dieu merci, les médecins, les agents de santé ont pu prendre en charge ces personnes-là et on a évité vraiment le cas graves. Revenons sur les zones endémiques. Vous avez dit qu'il y en a. Quelles sont les zones vraiment endémiques ici en Côte d'Ivoire? Je peux dire les zones les plus endémiques, les plus endémiques, on appelle hyper endémiques. On peut citer 9 régions qui sont la région de Indéné-Guablin, oui, la région du Nzing, oui, la région du Bélier, et la région de... il y a le Bonkani, le Folon, le Cavali, le Guémon, San Pedro également. Oui, San Pedro, oui, mais San Pedro vient en deuxième position. En deuxième position. En deuxième position des cas les plus endémiques. Des cas les plus endémiques. J'ai même la carte ici, le taux d'incidence. Voilà. Ici, la réalisation le permet. En rouge, on a le Tonkwi, le Guémon, le Bafing ici, le Cavali, le Folon, voilà, le Bonkani. Les zones plus en rouge sont les zones vraiment, vraiment touchées, voilà, par le paludisme. Le top départ, parmi les zones endémiques donc, que l'on voit là, les mesures correctrices que vous avez adoptées pour combattre tous ces moustiques. Okay, donc, comme on le disait tout à l'heure, dans ces zones qu'on vient de citer, nous avons décidé d'intensifier les activités. Donc, nous avons commencé dans ces zones-là ce qu'on appelle la démoustication et donc les stratégies avancées. C'est-à-dire nous rapprochons les services de prévention et de prise en charge des populations qui sont situées à plus de 5 km. Parce que celles-là n'ont pas souvent accès. Et donc, nous rapprochons les fils de prévention de ces populations. Donc, la démoustication que nous faisons dans ces zones aussi, nous arrivons à expliquer. La démoustication nous permet d'expliquer à la population pour faire reconnaître les gîtes larvaires à la population, afin que la population arrive à les détruire. Une fois que la population reconnaît les gîtes larvaires, elle peut mieux les détruire. Et après cette reconnaissance des gîtes larvaires, il y a ce qu'on appelle la fumigation. Donc, pour détruire maintenant les moustiques adultes. Donc, au cours de la démoustication dans ces 4 premières régions, comme vous l'avez cité, qui sont Indéné-Guablin, Moronou, le Nzing et le Bélier, oui, c'est cette activité qui est en train d'être faite actuellement, qui est en cours. Mais les autres régions, nous allons pouvoir les toucher à partir de l'année prochaine. Donc, 4 régions tout d'abord, et oui, puis les autres régions beaucoup plus tard. Voilà, maintenant... Pourquoi on ne fait pas l'ensemble en même temps? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, l'enveloppe que nous avons ne peut pas couvrir les 9 régions les plus endémiques. C'est quoi le coût de tout ça? Je dis cher parce que déjà pour les 4 régions, environ 2 milliards. D'accord. OK. Et puis, il y a un ennemi, hein, lorsque vous faites il y a la pulvérisation intradomiciliaire également que vous faites. Oui, la pulvérisation intradomiciliaire, comme on disait l'élément tout à l'heure, on l'a fait à Sakassou, on le fait à Sakassou et à Nassian. Parce que Sakassou, quand on prend le Béquet, dans le Sakassou est le district le plus endémique. Et dans le Bokani, le Nassian est le district le plus endémique. Donc, ce sont ces 2 zones qui ont été éligibles pour la première pulvérisation intradomiciliaire. D'accord. Et on a terminé, mais cette dernière question, monsieur le coordonnateur, le directeur donc, du programme, où en est-on avec la recherche de vaccins? Merci beaucoup. La recherche de vaccins est bien avancée. Il faudra vous dire que parce que nous avons un vaccin, il y a eu un vaccin aux yeux qui est arrivé en phase 3, mais qui est en phase 4 aujourd'hui, et dont l'essai se fait au Ghana, au Kenya et au Malawi. Donc, je pense que d'ici là, l'OMS va valider vraiment ce vaccin et on va pouvoir l'utiliser vraiment dans les différents pays. Merci. Et l'une de vos perspectives, c'est bien sûr la fin du paludisme en Côte d'Ivoire d'ici à 2030? Oui, notre objectif, aujourd'hui, c'est d'éliminer le paludisme. Et donc, nous avons un plan stratégique 2021-2025 qui va nous permettre d'aller à la préélimination d'ici 2025 et aussi tendre vraiment vers l'élimination d'ici 2030. Merci.
Merci à vous. Docteur Tano Meya Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Je rappelle que vous êtes venu nous faire le point de la lutte contre cette maladie ici en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous, à docteur Bleu-Thérèse également. Bon retour chez vous. Fin de ce magazine, fin de ce 13h. Aujourd'hui, vous en savez beaucoup plus sur le paludisme et on est heureux d'avoir contribué à cela. N'oubliez pas de respecter les mesures pour éviter le paludisme, mais aussi celle pour éviter le coronavirus. On se lave les mains régulièrement à l'eau et au savon, on porte son masque de protection et quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.